Bonsoir et merci d'être à ce rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le chef de la diplomatie française entame une tournée stratégique au Proche-Orient, de la Syrie au Liban en passant par l'Irak. Paris cherche à adapter sa lutte anti-djihadiste à la nouvelle donne régionale, tout en tentant de prévenir une escalade majeure entre les États-Unis et l'Iran. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a entamé une visite régionale au Proche et Moyen-Orient, dans un contexte marqué par de profondes recompositions sécuritaires. À Beyrouth, l'enjeu sera double: éviter que le pays ne soit entraîné dans une confrontation régionale liée à l'Iran et accompagner le processus de désarmement du Hezbollah prévu par l'accord de cessez-le-feu conclu fin 2024 avec Israël. Jean-Noël Barrot doit également préparer la conférence internationale de soutien à l'armée libanaise prévue le 5 mars à Paris afin de renforcer les capacités de l'État libanais. À Damas, le ministre a rencontré son homologue syrien pour évoquer la lutte contre le groupe État islamique, alors que les équilibres ont changé depuis l'arrivée au pouvoir du président Ahmad al-Shara. Jusqu'ici, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes étaient les principaux partenaires de la coalition occidentale. Désormais, les Occidentaux doivent composer avec les autorités syriennes dans un climat de méfiance et sans historique de coopération. Une architecture antiterroriste reste donc à reconstruire, alors que Paris redoute une résurgence de Daesh dans le nord-est syrien. Le ministre se rend ensuite en Irak, où la menace djihadiste demeure transfrontalière. Au fil de cette tournée, la France tente de jouer un rôle d'équilibre, maintenir la pression sécuritaire, rassurer ses partenaires régionaux et prévenir une nouvelle déstabilisation du Moyen-Orient. Après plusieurs hivers difficiles, la neige fait son retour au Liban. À plus de 2000 mètres d'altitude, les stations de ski du Liban relancent leur saison, symbole d'espoir pour le tourisme hivernal et pour plusieurs régions qui misent sur la montagne pour retrouver un souffle économique. À plus de 2000 mètres d'altitude, Mzar renoue avec l'hiver. La station s'est à nouveau couverte de blanc, marquant le lancement d'une saison de ski attendue après plusieurs années perturbées par la crise économique et l'irrégularité de chutes de neige. Plus grande station de ski du Liban et du Moyen-Orient, Mzar reste une référence du tourisme hivernal. Cette saison, les conditions d'enneigement et l'ouverture progressive des pistes permettent d'accueillir les skieurs dans un contexte d'espoir prudent pour les professionnels du secteur. Pour les visiteurs, la neige représente bien plus qu'un loisir. Elle incarne un retour à une forme de normalité et un moment d'évasion dans un quotidien marqué par les difficultés. Alors, jusqu'à présent, la saison se passe très bien. C'est la troisième fois que je monte cette saison. J'ai skié une seule fois hors du Liban, à Parnassos, en Grèce. Honnêtement, j'ai préféré ici. La saison est magnifique, mieux que les saisons passées. Le ski très très beau, il y a beaucoup de neige, c'est très bien. On aimerait inviter tous les gens à venir skier au Liban parce que c'est le pays top pour le ski. Et puis après, on peut aller directement nager en mer. Mais au-delà des pistes, la saison de ski constitue un levier économique essentiel pour toute la région. Hôtels, restaurants, écoles de ski et commerces dépendent largement de cette activité hivernale qui soutient de centaines d'emplois directs et indirects. Depuis les hauteurs de Mzar, alors que l'activité continue sur les pistes, la saison de ski confirme que le tourisme hivernal au Liban reste bien vivant, porté par la passion des sportifs et les efforts des professionnels du secteur. Joël Serre, pour les Libans. L'Iran et les États-Unis ont officiellement confirmé la tenue de discussions directes à Oman. Une reprise du dialogue sur le dossier nucléaire sous haute tension, alors que Washington maintient la pression militaire et que Téhéran rejette toute négociation au-delà de l'atome. Après plusieurs jours d'incertitude, Téhéran et Washington officialisent la reprise du dialogue. Les discours entre l'Iran et les États-Unis se tiendront vendredi à Mascate, à Oman, à partir de 10h, a annoncé le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Une information confirmée par un haut responsable américain. Côté iranien, Abbas Araghchi conduira la délégation.
Les États-Unis seront représentés par Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump pour les dossiers diplomatiques sensibles. À Washington, le président américain adopte toutefois un ton ferme. Dans un entretien à la chaîne NBC, Donald Trump a averti que le guide suprême iranien Ali Khamenei devrait se faire beaucoup de soucis, rappelant que l'option militaire reste sur la table en cas d'échec des négociations. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a confirmé que les États-Unis étaient prêts à rencontrer les Iraniens, tout en précisant que Washington souhaite élargir les discussions au-delà du nucléaire, notamment aux missiles balistiques, au soutien des groupes armés dans la région et à la situation intérieure en Iran. Une ligne rouge pour Téhéran, qui insiste pour limiter les pourparlers strictement au dossier nucléaire et réclame en échange une levée des sanctions. Ces discussions interviennent dans un climat extrêmement tendu. Les États-Unis ont déployé une importante force navale dans le Golfe, tandis que l'Iran menace de riposter à toute attaque contre ses installations. Sur le plan intérieur, la République islamique reste secouée par les conséquences de la répression des manifestations de janvier, alors que les réseaux sociaux iraniens, récemment rétablis, continuent de relayer des hommages aux victimes. Un dialogue relancé donc, mais sous forte pression, et avec peu de marge d'erreur. C'est un tournant historique pour la sécurité mondiale. Le dernier traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie a expiré, mettant fin à plus d'un demi-siècle d'encadrement des arsenaux atomiques des deux plus grandes puissances nucléaires. L'ONU alerte sur un moment grave, alors que Washington et Moscou se renvoient à la responsabilité et que le risque de nouvelles courses aux armements inquiète la communauté internationale. Le monde entre dans une zone d'incertitude nucléaire. À minuit, heure GMT, le traité New Start, dernier accord de désarmement liant Washington et Moscou, a officiellement expiré. Un texte clé signé en 2010 qui limitait le nombre d'ogives nucléaires et de lanceurs stratégiques déployés par les deux pays, détenteurs de plus de 80% de l'arsenal nucléaire mondial. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, c'est un moment grave pour la paix et la sécurité internationale. Il appelle les deux puissances à reprendre sans délai les négociations, rappelant que le risque d'utilisation de l'arme nucléaire est aujourd'hui au plus haut depuis des décennies. À Moscou, le temps est ferme. La Russie affirme ne plus être liée par aucune obligation et conditionne toute désescalade à l'acceptation de ses exigences stratégiques. Le Kremlin assure toutefois vouloir agir de manière responsable. À Washington, l'administration Trump temporise. Les États-Unis n'ont pas donné suite à une proposition russe de prolongation du traité et estiment désormais qu'un futur accord doit inclure la Chine, dont l'arsenal nucléaire est en pleine expansion. Mais pour de nombreux experts, cette fin marque surtout le retour à un monde sans règles contraignantes où la dissuasion repose à nouveau sur la peur plutôt que sur la transparence. Les capitales européennes s'inquiètent, les ONG dénoncent un dangereux recul et l'ONU met en garde. Sans nouveau cadre, le risque d'une course aux armements nucléaires redevient une réalité. À Abu Dhabi, Ukrainiens et Russes poursuivent leurs pourparlers sous médiation américaine. Mais les positions restent profondément opposées. Alors que Moscou accentue la pression militaire et diplomatique, Kiev se montre sceptique quant à l'issue des discussions, malgré l'espoir d'un nouvel échange de prisonniers. Deuxième jour de négociations sous tension à Abu Dhabi. Ukrainiens et Russes poursuivent leurs discussions en présence des Américains dans l'espoir d'avancer vers une issue à près de 4 ans de guerre. Mais sur le terrain, à la table des pourparlers, Moscou maintient une pression maximale sur Kiev. À l'issue de la première journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué une possible avancée concrète, un nouvel échange de prisonniers, dans un avenir proche. Un résultat modeste, mais jusqu'ici le seul obtenu lors de précédents pourparlers en Turquie. Car sur le fond, les divergences restent majeures. La Russie exige toujours que l'Ukraine abandonne l'intégralité du Donbass dans l'est du pays en échange d'un gel de la ligne de front, une option catégoriquement rejetée par Kiev. Dans une interview, Volodymyr Zelensky a affirmé que la conquête totale de cette région coûterait à Moscou jusqu'à 800 000 soldats supplémentaires, tout en reconnaissant le lourd tribut payé par son pays, 55 000 militaires ukrainiens tués et de nombreux disparus.
Pendant que les discussions se poursuivent, les frappes russes continuent. Mercredi, un bombardement sur un marché de Drouzhkivka a fait au moins 7 morts. Les infrastructures énergétiques et les voies ferrées sont également ciblées, plongeant des centaines de milliers d'Ukrainiens dans le froid, alors que les températures descendent jusqu'à moins 20 degrés. Sur le terrain, le scepticisme domine côté ukrainien. À Kiev, le sentiment est général. Nous devons nous préparer au pire et espérer le meilleur. À Moscou, en revanche, l'espoir demeure. Beaucoup souhaitent voir la guerre prendre fin, malgré l'intransigeance du Kremlin. Selon Volodymyr Zelensky, une chose est claire. Poutine n'a pas peur des Européens, il n'a peur que de Donald Trump, un levier américain qui pourrait, ou non, faire basculer ces négociations. Elles sont invisibles mais indispensables à notre quotidien. Les terres rares sont au cœur de nos smartphones, de nos voitures électriques et de la transition énergétique. Un enjeu stratégique mondial qui attise désormais les rivalités entre grandes puissances. Elles sont au centre d'une nouvelle bataille industrielle et géopolitique. Les terres rares, ces 17 métaux essentiels, sont devenus indispensables aux technologies modernes. Aujourd'hui, leur production est largement dominée par la Chine, ce qui inquiète les États-Unis et l'Union européenne, réunis à Washington pour sécuriser leur approvisionnement. Ces métaux sont surtout utilisés pour fabriquer des aimants ultra-puissants. Le néodyme, le praséodyme, le dysprosium et le terbium permettent de produire des moteurs plus petits, plus légers et plus efficaces. Dans les éoliennes offshore, une seule turbine peut contenir jusqu'à 1 tonne de terres rares. Sans elles, pas de transition énergétique. Elles sont aussi présentes dans les avions militaires, les voitures électriques, mais aussi dans chaque smartphone. En moyenne, un téléphone contient 3 grammes de terres rares. Multiplié par plus d'1 milliard d'appareils vendus chaque année, cela représente des milliers de tonnes. Dans l'automobile, une voiture électrique en utilise jusqu'à 3,5 kg pour ses moteurs et ses capteurs. Mais ces métaux servent aussi à raffiner le pétrole, polir la terre et produire des lasers médicaux et industriels. Discrètement mais stratégiques, les terres rares sont devenues un pilier de l'économie mondiale et un enjeu de puissance. C'est la fin de ce journal. Merci et bonsoir.